Justement, comme on parle des investisseurs, on va parler investissement, Niels. Juste voir un petit peu ce que la crise a changé dans les comportements des investisseurs. D'abord sur l'approche du risque, on a toujours tendance à penser que quand on est en crise, il y a une espèce de flight to quality. On réduit son appréciation au risque. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un flight to quality très clair de la part des investisseurs où on va sur des actifs les plus sécurisés? Et plus généralement, j'ouvre la question, quels sont aujourd'hui les critères qu'ils utilisent pour apprécier ce risque? Alors, ce qui est assez surprenant, surprenant une réalité, c'est qu'on conserve des disponibilités dans le marché pour toutes les classes de risque, tous les profils de risque. On a énormément de disponibilité pour du core, on a de la disponibilité sur du core plus, même si ce marché-là est un petit peu plus difficile pour cette capacité à trouver un accord entre vendeurs et acquéreurs, et des disponibilités sur du value-add et l'opportuniste. Après, une fois qu'on zoome dans chaque catégorie, oui, il y a du flight to quality. Puisque il y a une nouvelle hiérarchisation, finalement, un petit peu des taux, parce que, bien entendu, les investisseurs prennent en compte l'ensemble de ces problématiques autour de l'utilisateur, et que la meilleure manière pour eux de garantir leur investissement, c'est de s'assurer qu'effectivement l'immeuble qu'ils souhaitent acquérir correspondra à la demande pendant un certain temps. Mais après, lorsqu'on regarde finalement la manière dont le marché a été organisé l'année dernière, on se rend compte que les pourcentages entre les profils de risque, entre du core, le core plus, le value-add et le reste, n'ont pas changé. Le core a représenté 50% des opérations qui ont été réalisées, comme c'était le cas par le passé, le core plus à 20%, et le solde sur les opérations value-add, opportunistes, et au niveau des VFA. Donc en fait, c'est plus au sein de chaque catégorie où effectivement les critères d'acquisition des investisseurs sont un peu plus précis, et notamment en termes de la localisation. Un immeuble prime a une localisation prime, obligatoirement, et aussi par l'étude, bien entendu, des covenants des utilisateurs qui sont présents dans l'immeuble. Si on regarde tous les baromètres qui sont faits auprès des investisseurs, grosso modo, ils manifestent une défiance sur le retail, sur le commerce. Ils commencent à se poser des questions sur le bureau, et ils plébiscitent tous la logistique et le résidentiel. Ils redécouvrent le résidentiel aussi. Très concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, est-ce que les investisseurs quittent le commerce et le bureau, qui est, je crois, la première classe d'actifs des institutionnels, au profit de la logistique et du résidentiel? Alors, on ne peut pas le voir exactement sous cette forme-là. D'abord, il n'y a pas de fuite au niveau du bureau. Le bureau est la classe d'actifs traditionnelle en France. Elle représente historiquement 70% des volumes. Et d'ailleurs, l'année dernière, elle a représenté 70% des volumes. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il puisse y avoir un désintérêt de la classe du bureau, compte tenu de son importance dans le marché. Par contre, au sein du bureau, bien entendu, il y aura une attention toute particulière, notamment liée à la localisation de l'immeuble et à la qualité du covenant. Sur l'attractivité du résidentiel et de la logistique, je ne peux que confirmer cela. Sur l'essentiel des appels que nous avons en ce début d'année avec les investisseurs, la première requête, c'est Niels, je cherche à acquérir des opérations en résidentiel ou en logistique. Est-ce que vous avez des opérations pour nous? Malheureusement, on a beaucoup d'appels de ce type-là. Et ce qui est assez naturel, parce qu'ils suivent effectivement cette tendance, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de produits de manière à ce que le résidentiel et la logistique deviennent des classes d'actifs qui puissent avoir des volumes aussi conséquents que sur le bureau. Ça n'arrivera pas. Je reviens juste sur la logistique. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à le payer à n'importe quel prix? On a vu un écrasement des taux de capitalisation sur cette classe d'actifs. Absolument. Qui est assez impressionnant. On en a vu d'autres qui ont fait le chemin inverse, mais sur la logistique, ils sont prêts à payer le prix fort? C'est toujours cette règle en immobilier, c'est l'offre et la demande. Il y a peut-être 7-8 ans, il y avait une dizaine d'investisseurs qui s'intéressaient à la logistique de manière très récurrente. Aujourd'hui, ils sont une centaine. Donc, on voit bien, il y a un déséquilibre qui s'est organisé compte tenu de l'importance des capitaux qui souhaitent être placés sur la logistique, qui vont à la faveur, effectivement, d'un renchérissement des actifs logistiques. Aujourd'hui, le taux prime est à 3,70.
c'est-à-dire inférieur à ce qu'on a connu sur du bureau QCA il y a quelque temps, hein, pas si lointaine. Et on a toutes les raisons de penser que ce taux va continuer effectivement à baisser dans le temps. Et c'est là où il y a un parallèle avec le retail qui est intéressant, parce que dans le même temps, on voit une augmentation très significative des taux de rendement au niveau du retail. Enfin, quand je parle de retail, là, c'est vraiment centres commerciaux ou galeries dans les centres commerciaux, puisque le high street résiste quand même très bien, et les retail parks aussi, qui fonctionnent bien. Christian on en parlera, au oui. niveau des enseignes, résistent relativement bien. Mais on voit bien que ces courbes qui se croisent va générer à l'avenir probablement beaucoup d'opportunités au niveau du retail, et notamment sur la transformation d'une partie de ces centres commerciaux ou des galeries. Et si j'arrive moi avec mon centre commercial et que je le présente à 3,70, j'ai une chance de le vendre ? Non. D'accord, c'est très clair. Et là, ça va être, c'est très clair. ça va être assez compliqué. C'est très très clair.